Mesdames et messieurs, merci de votre fidélité à cette émission. L'invité de la semaine reçoit pour vous aujourd'hui Dr Ben Youssouf Keïta, président de l'Alliance pour le changement et le progrès. L'entretien va porter sur l'actualité sociopolitique de notre pays. Bonjour docteur. Bonjour monsieur le journaliste. Merci de nous recevoir chez vous. Le plaisir est partagé. D'accord. Pour commencer cette émission, vous êtes l'un des vaillants cadres de l'UFDG. Qu'est-ce qui vous a motivé de créer le parti ACP qu'on appelle Alliance pour le changement et le progrès? Vous avez dit qu'effectivement j'étais un des vaillants cadres de l'UFDG. Vous n'avez pas tort, parce que je me suis investi sans réserve pendant 15 ans pour le rayonnement de ce parti. Et je suis sûr et certain qu'auprès du leader de ce parti, j'ai été un de ses piliers essentiels. Comme vous savez, dans la vie, il y a des périodes où vous devez faire une pause, faire votre rétrospective, votre introspection et vous projeter dans l'avenir. Et je me suis même inspiré de celui qui a été mon leader à l'UFDG pendant 15 ans, Lassilou Dalé Diallo, qui lui-même est resté 11 ans auprès de celui qui fut son mentor, le général Feu Lansana Conté. Mais à la fin, il a décidé de prendre ses responsabilités et de créer son propre parti. Il n'a pas compté dans le PIP. Et depuis qu'il a créé, il a fait de l'UFDG l'un des plus grands partis aujourd'hui, incontournable en Guinée. Et comme il faut se servir, il faut en un mot se référer sur de bons exemples. Je me suis, quant à moi également, référé sur cet exemple, qu'après 15 ans, je me suis senti vraiment nanti, expérimenté et suffisamment responsable pour créer moi également mon parti. Ne plus cantonné dans l'UFDG, mais sans être en conflit ou en guerre avec l'UFDG, comme Selou n'a pas été en conflit ni en guerre avec le PIP, que je crée mon propre parti pour tenter ma propre chance d'être à la magistrature suprême de la République et appliquer ma propre vision. Car, comme on dit, on n'est jamais mieux servi que par soi-même et on n'est jamais mieux outillé pour appliquer sa propre politique que par soi-même. D'accord. Aujourd'hui, l'intérêt supérieur du peuple de Guinée. D'accord. Aujourd'hui, quelle est votre relation avec El Hadji Selou depuis votre départ de l'UFDG? Des relations fraternelles. Nous sommes séparés en très beaux termes. Nous sommes des frères et nous resterons des frères. La politique ne doit pas nous diviser. Chacun a son objectif. Et notre objectif commun, c'est d'apporter le bonheur au peuple de Guinée. Et c'est Dieu qui sait à qui il va donner le pouvoir. Parce qu'il aspire à être président de la République de Guinée, au même titre que moi, j'aspire à être président de la République de Guinée, dans l'unique intérêt supérieur du peuple de Guinée. D'accord. Aujourd'hui, vous n'êtes pas n'importe qui sur l'échiquier politique guinéen. Quelle lecture faites-vous de la situation sociopolitique de notre pays? Ce n'est pas une situation réluisante. Elle est inquiétante parce que personne ne peut se réjouir d'un climat de ni paix ni guerre et d'un climat d'adversité ou d'incompréhension entre des frères. Il faudrait tout simplement que nous comprenions que nos clivages internes, nos difficultés, nos problèmes à nous peuvent impacter sur le pays. Et pour cette raison, nous faisons en sorte que nous nous entendions, que nous mettions au-dessus de nos intérêts personnels ou soit partisans, l'intérêt supérieur du peuple de Guinée. D'accord. Aujourd'hui, selon vous, quelle est cette crise que nous traversons? La responsabilité incombe à qui? Au CNRD, aux acteurs politiques? Qu'est-ce que vous pouvez dire à ce niveau? La responsabilité est partagée. Parce que quand il y a bisbille, c'est entre deux partis. Chaque parti pensant qu'il a le monopole de la vérité. Et c'est ce qui apporte la difficulté et la mésentente. Il suffit purement et simplement ici que, une fois de plus, chacun comprenne que
personne n'a à gagner dans un conflit, personne n'a à gagner dans la mésentente, et sans paix, il n'y a absolument aucun développement, ni personnel, ni social. Pour cette raison, nous n'avons pas de problème majeur. Les différences se résument purement et simplement autour d'un calendrier. Un calendrier sur un temps défini. La Guinée, il n'est pas fixé que la Guinée va rester Guinée pour 100 ans, 200 ans ou 300 ans. Non, c'est pour l'infini. La Guinée est là pour des millénaires et des millénaires. Tant qu'il n'y aura pas le Big Bang, la Guinée restera comme Guinée. Oui. C'est les hommes qui passeront. Donc comprenons que nous devons tout faire pour laisser aux générations qui viennent un pays apaisé, un pays développé, un pays où il fera bon vivre, un pays où aucun citoyen, aucun fils n'aura plus besoin d'aller risquer sa vie dans la Méditerranée ou ailleurs pour aller chercher du bonheur ailleurs. Monsieur le Président, l'honneur de la guerre ici, c'est le chronogramme de la transition, mais aussi le cadre de dialogue réclamé toujours par beaucoup d'acteurs politiques. Est-ce que le CNRD aussi n'a pas traîné le pas quelque part? Le cadre du dialogue a été réclamé à corps et à cri par les acteurs politiques. Mais n'oubliez pas que les acteurs politiques que nous sommes, nous ne formons pas un bloc compact. Nous sommes divisés entre nous-mêmes face au CNRD. Et tant que cela existera, on ne pourra imputer la responsabilité à aucun groupe spécifique, c'est-à-dire ni au CNRD, ni à nous-mêmes, politiques. Il faudrait qu'une fois de plus, nous fassions notre introspection et que nous trouvions la solution. Le CNRD, depuis sa prise de pouvoir, a appelé concertation, sans exclusif, oui. Parler du peuple. Oui, il y a des acteurs qui ont toujours boudé ce cadre de concertation. Ensuite, il a appelé aux assises. OK? Oui. À ces assises également, il y a des acteurs qui n'ont pas voulu assister, qui ont réclamé un cadre de dialogue structuré et institutionnalisé. Ce cadre de dialogue a été institutionnalisé à travers un décret. Et maintenant, il faudrait bien que ceux qui encore ont des difficultés à croire ou à accepter fassent violence sur eux pour venir autour de la table et discuter. Mais quand on vous appelle, oui, c'est deux choses. Voilà, mais quand on vous appelle, c'est deux choses. Oui, allez-y, Soit allez-y. on vous donne ou on vous dit. Et vous n'êtes pas obligé. Vous comprenez, à partir du moment que vous n'êtes pas venu par force, vous comprenez, vous n'êtes pas obligé d'accepter soit le don ou la demande. Et vous pouvez bien exprimer soit votre désaccord sur la demande ou rejeter le don. Donc, mais il faut que vous veniez autour de la table. Donc sinon, ça sera toujours le serpent qui se mordra la queue. Oui, si je vous comprends bien, vous dénoncez toujours le manque de volonté quelque part de la part des acteurs. Et évidemment, il faut qu'il y a, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, une difficulté à transcender certains problèmes qui ne sont pas pourtant insolubles. Il faut que chacun fasse violence sur lui pour accepter de venir autour de la table. Vous savez, une négociation, comme vous comprenez, j'ai été syndicaliste pendant 15 ans. Ensuite, 5 ans à la tête d'une ONG, avant d'être 15 ans dans un parti politique. Oui. Donc, j'ai cette expérience sociale qui m'enseigne que quand vous venez pour une discussion, quand vous venez pour un entretien, pour une négociation, ne venez pas avec de passion. Bien sûr, venez avec des fondamentaux que vous devez défendre bec et ongle en plaçant la barre un peu haut, mais en sachant que vous devez lâcher vous aussi de l'Est, quelque part. C'est donnant, donnant, gagnant, gagnant. Oui. Vous perdez un peu, l'autre perd un peu, voilà. Et vous rendrez, vous entendez. Mais si vous ne venez pas, il n'y a aucune possibilité qu'il y ait effectivement un dialogue. Alors moi j'insiste et j'appelle humblement mes confrères politiques à accepter de venir. Sinon, nous continuerons dans cette perpétuelle mésentente et c'est le peuple
qui paiera le prix lourd. Donc, selon vous, quelle différence faites-vous entre le cadre de concertation qui a été mis en place et le cadre de dialogue dont les acteurs politiques réclament? Parce que nous sommes des profanes. Le cadre de concertation, oui. Ça, c'était une réunion, vous comprenez, qui n'était pas institutionnalisée, qui n'était pas actée. Mais le cadre de dialogue, cette fois-ci, est institutionnalisé. Il y a un décret, il y a une structure, il y a un responsable qui doit endosser la réussite ou l'échec. Oui, le Premier ministre. Le Premier ministre. Ah, oui. Il y a qui va avoir des personnalités consensuelles nommées pour venir chapeauter ces dialogues. Et encore mieux, c'est des personnalités guinéennes. Et moi, je me dis, ce n'est pas parce que je suis nationaliste, mais n'oublions pas que nous avons 64 ans d'indépendance. N'oublions pas que nous avons notre indépendance sans tirer un seul coup de fusil. Oui. Et n'oublions pas que nous avons participé à la pacification et à aider beaucoup de pays africains à acquérir leur indépendance. D'accord. Aujourd'hui... Donc, cela signifie que nous avons des ressources humaines. Vous comprenez? Nous avons des personnalités morales, respectables. Vous comprenez? Que nul n'osera défier. Quand je prends nos religieux, quand je prends nos prélats, quand je prends certaines personnalités civiles qui ont tout donné pour ce pays, sans afficher quelque coloration politique, ces personnalités peuvent être réunies et demander au fils de venir s'entendre. Moi, je dis une fois de plus, nous avons un petit temps. Comme quelqu'un le disait, la vie d'un pays, la vie d'un homme va de 0 à 100, mais celle d'un peuple ou d'un pays va de 0 à l'infini. À l'infini, oui. Ahmed Sékou. Voilà, aujourd'hui, est-ce que le passage du médiateur de la CEDEAO, son deuxième passage, j'allais dire, n'a pas fait tache d'huile? Le président de la transition vient de créer un cadre de dialogue. Quelles leçons vous avez tirées du passage de Boni Yaya Conakry? Bien, c'est un panafricaniste qui est venu, un homme qui a géré une nation, un chef de l'État. Et puis à préciser, malgré que vous êtes contre toute médiation étrangère. Je viens, un chef de l'État qui est venu pour essayer de venir participer à la réconciliation entre des frères. Pour nous, bien sûr, c'est la bienvenue. Mais nous, en tant que nationalistes, une fois de plus, ce n'était pas nécessaire. Et la preuve, quand il est venu, quelle a été sa recommandation phare? Frères guinéens, politiques, entendez-vous, asseyez-vous autour de la table. Oui, ceux qui n'ont pas participé aux concertations et aux assises, acceptez cette fois-ci de venir autour de la table dans un cadre de dialogue et discuter. Sincère, oui. Franchement. Mais est-ce qu'on avait besoin de l'extérieur pour nous dire ça? C'est pour cette raison que je dis que... Donc à ce niveau, est-ce qu'il n'y a pas une... mettons au-dessus de nos intérêts personnels... Quelque part, il n'y a pas une crise de confiance, de la Guinée, docteur? Et prenons le patriotisme à bras le corps. Mais quelque part, est-ce qu'il n'y a pas une crise de confiance entre les acteurs et le pouvoir? Bien. C'est clair qu'il y a une crise de confiance. C'est pour cette raison qu'on appelle au cadre de dialogue. Mais il faudrait que nous acceptions de faire violence sur nous et aller. Il n'est pas dit que quand vous partez, directement vous avez avalisé et vous êtes d'accord, on va vous imposer. Non. Venez, exposez vos griefs, exposez vos doléances, faites ressortir vos assentiments, faites vos propositions. Si vous n'êtes pas satisfait, eh bien, ressortez, informez l'opinion nationale et internationale que vous n'avez pas été satisfait, vous n'êtes pas d'accord, et vous retournez. Vous ne perdez absolument rien. Au contraire, vous gagnez en audience et en crédibilité. Oui, je suis d'accord avec vous. Mais si vous ne venez pas, si vous ne venez pas, c'est difficile qu'on croit vraiment à votre volonté ferme de mettre au-dessus de vos intérêts l'intérêt supérieur de la nation.
D'accord. Maintenant que ce cadre de dialogue est créé, quelle lecture faites-vous? Est-ce que vous êtes optimiste quant à la réussite désormais de ce cadre de dialogue? Je suis naturellement optimiste, mais à condition, une fois de plus, que les Guinéens mettent au-dessus de leur intérêt personnel et partisan l'intérêt supérieur du peuple de Guinée. N'oublions pas que la Guinée, c'est 13 millions d'habitants, 245 855 km². Tous les problèmes, c'est à Conakry. Évidemment, c'est la capitale, où il n'y a que 15% de la population. Mais n'oublions pas que si à Conakry, ça ne va pas, eh bien, nous mettons nos parents à l'intérieur, qui représentent 85% de la population, dans une situation difficile. Docteur, comment ils payent le prix d'une erreur ou d'un gaffe qu'ils n'ont pas commis. Donc, essayons de comprendre cela. Vous comprenez? Alors, une fois de plus... Avant d'aller à la pause, oui. À ce niveau, comment vous êtes optimiste pendant ce temps? L'UFDG, par exemple, je prends l'exemple sur l'UFDG qui demande des préalables. J'ai écouté Seydou Baldé sur un média de la place qui demande, entre autres, la libération des prisonniers politiques et pourquoi pas le retour des exilés. Qu'est-ce que vous pouvez dire par là? Bien, vous savez, si vous posez des conditions avant d'aller autour de la table, n'oubliez pas, c'est ça les égos. Vous comprenez? L'homme va penser que voilà, c'est qu'il veut mettre la pression et il veut faire un chantage. Alors qu'en réalité, ce n'est pas ça. Vous comprenez? Une fois de plus, allons-y autour de la table. Au point de dire, bon, nous sommes venus pour montrer notre volonté de dialoguer, notre volonté d'apaiser la situation, notre volonté de mettre fin à la souffrance inutile du peuple de Guinée. Ils n'ont qu'à mettre de côté ces préalables. Nous voulons que si les discussions doivent continuer, que vous fassiez ceci, vous fassiez cela. Vous comprenez? Rien que votre déplacement déjà est un acte positif. Mais si vous restez et que chacun pose ses préalables, par exemple, certains posent un préalable, voilà, nos personnes qui ont des difficultés avec la loi concernant leur gestion économique qui sont aujourd'hui en prison, soit libérées. Vous comprenez? Ça sera s'immiscer des affaires juridiques alors que nous sommes politiques. Il y a d'autres qui diront, voilà, il faudrait que vous rétablissiez ceci, vous rétablissiez cela. Donc pour vous, on va mettre les préalables de côté. Mettons les préalables de côté. Voilà. Venons autour de la table, surtout en guinéen, devant nos sages, nos personnes morales, influentes et respectées, qui feront en sorte que nous nous entendions pour le dire ce que nous voulons. On ne peut pas, une fois de plus, imposer aux Guinéens que nous sommes, en tout cas tous ceux qui ont plus de 45 ans, 50 ans, qui sont imbibés de la dignité, du nationalisme, on ne peut pas honnêtement nous imposer quelque chose de l'extérieur. D'accord. Avant d'aller résoudre nos problèmes entre nous-mêmes. D'accord. Par nous-mêmes. Avant d'aller à la pause, laissez-moi vous poser cette question. C'est par rapport au procès du 28 septembre qui est prévu il y a quelques semaines, qui a été annoncé. Selon vous, comment vous avez accueilli cette nouvelle? Est-ce que vous étiez au stade en 2009 pendant ces massacres? J'étais effectivement du début à la fin. Vous avez vécu? J'ai vécu. Et la preuve, voici ma main. Je porte le stigmate. J'ai eu le bras fracturé quand j'ai voulu protéger ma tête qui devait être cassée par un objet contundant très fort. J'ai eu la main fracturée, le dos balafré. Mon épouse a été traumatisée. Ce qui m'a même poussé à l'envoyer à l'exil avec mes enfants en France. Parce qu'elle n'arrivait plus à sortir. À la vue d'un militaire, surtout un béret rouge, elle piquait immédiatement une crise à cause du traumatisme qu'elle a subi. Mais comment tout cela est arrivé? Je viens. Et un de mes enfants qui m'accompagnait, aussi blessé. Donc, j'ai payé un prix lourd et je connais. Alors pour moi, nous sommes en vie. Rien n'est plus important qu'être en vie. Nous pensons à ceux qui sont morts.
qui ont donné leur vie pour la démocratie. J'observe une minute de silence interne pour ces martyrs. Merci. Mais surtout, ceux qui nous hantent le plus, c'est ceux qui ne sont pas retrouvés encore, qui sont dans des fosses communes, qui sont déclarés disparus, dont les parents, les familles n'ont pas, jusqu'à présent, ne connaissent pas la situation. Pendant 13 ans, jusqu'à présent, 13 ans après, ils n'ont pas pu faire leur deuil. Aucune nouvelle. Nous voulons effectivement que ce procès du 28 septembre ait lieu. Et je salue fermement ce procès, la tenue de ce procès. Et j'ai fin espoir que la vérité sera connue. Nous n'appelons pas à la vengeance, mais nous voulons que tout le monde comprenne qu'est-ce qui s'est passé, quels sont ceux qui ont ordonné, quels sont ceux qui ont exécuté, pour que plus jamais cela ne se répète. Parce que si vous n'avez pas reconnu vos erreurs du passé, vous n'avez pas lu dans l'histoire, vous ne pouvez pas vivre dans le présent, ni vous projeter dans l'avenir. Mais est-ce que toutes les conditions sont réunies aujourd'hui? Parce que c'est la question principale. Hein. À date, est-ce que toutes les conditions sont réunies pour la tenue normale de ce procès? À en croire aux déclarations officielles du CNRD et du gouvernement, les conditions, en tout cas maximales, sont réunies. On ne peut pas dire totales, parce que la perfection appartient à Dieu. Mais il y a des conditions, en tout cas, qui nous permettront, et qui permettront non seulement aux témoins, aux victimes, comme nous, vous comprenez, d'être présents, mais aux témoins d'être présents et être protégés, ainsi que les accusés également d'être présents et d'être protégés, pourvu que la loi soit respectée. Il n'y a pas de chasse aux sorcières, comme j'ai dit, il n'y a pas de vengeance. Nous voulons que la vérité éclate, que ceux qui ont commis les erreurs les reconnaissent, qui demandent pardon. Le pardon sera accepté et nous tirerons les leçons. La Guinée tournera cette page, pourvu qu'elle ne se répète plus jamais. En tout cas, en ce qui nous concerne, vous les victimes. Nous les victimes. Et je parlais de mon cas personnel avec ma famille, donc mon épouse et mes enfants. Nous ne réclamons aucune compensation financière ni matérielle. Aucune compensation. Notre unique compensation que nous réclamons, c'est la compensation morale. Et ça, c'est quand les accusés reconnaîtront et demanderont pardon. Pourquoi nous ne réclamons pas? Parce que ceux qui sont morts ne sont pas moins méritants que nous. Au contraire, ils sont plus. Parce que nous aussi, nous pouvions mourir. Oui, mais Dieu vous a sauvé. Oui. C'est grâce à Dieu. C'est grâce à Dieu. Oui. Et ça, c'est plus important que tout. D'accord. Voilà. Ok, mesdames et messieurs, on marque une courte pause et on revient pour continuer cette émission avec Dr Ben Youssouf Keïta, président de l'Alliance pour le changement et le progrès. À bientôt. Retour sur ce plateau avec notre invité de parcours qui n'est autre que Dr Ben Youssouf Keïta, président de l'Alliance pour le changement et le progrès ACP. L'entretien porte sur l'actualité sociopolitique en tant qu'ancien député du pays et pourquoi pas ancien haut cadre de l'UFDG et actuellement président de l'ACP. Son regard, son analyse pertinente sur l'actualité sociopolitique. Docteur, aujourd'hui, le ministère de l'administration du territoire vient d'entamer une visite au niveau des sièges des partis politiques. Est-ce que vous avez reçu cette délégation? Pas encore. D'accord. Nous espérons bien la recevoir avec plaisir et bonheur. D'accord. Nous avons même hâte de le recevoir, mais pas encore reçu. Est-ce que c'est une bonne initiative? Oui, c'est une très bonne initiative. Évidemment, c'est une prise de contact. C'est des échanges directs. Dans nos sièges, nous pourrons discuter de ce que nous ne pourrons pas discuter en public et de ce que nous ne pourrons pas discuter quand c'est tout le monde qui se retrouve autour de la table. Donc nous pourrons certainement avoir le temps et la latitude de poser nos doléances, s'il y a des doléances, et aussi de répondre à toutes les questions qu'ils estimeront nécessaire de nous poser.
D'accord. Nous saluons cette initiative. Ok, le parti est tout à fait prêt pour recevoir cette délégation. Notre parti qui est le Benjamin des partis. Parce que je vois des partis aujourd'hui qui sont à la recherche des sièges. Hein. Non, vous avez assisté à notre première assemblée. Hein. Oui. Il y a 2 semaines, hein. Nous pensions avoir 250 personnes pour un parti qui n'a même pas encore 8 mois. Nous avons pris, pour être un peu prévoyant, 500 chaises. Hein. Mon ami, nous avons reçu près de 1200 personnes. Waouh! Comme pour dire qu'aux âmes bien nées, la valeur la Ah oui. Donc, pour nous, nous sommes très confiants. Et nous nous sentons déjà forts. Comme on dit en anglais, we are the last, but not the least. Nous sommes les derniers nés, mais nous ne sommes pas les moindres. Et nous avons fin espoir que notre parti, Inch'Allah, arrivera à ses fins qui n'est autre qu'accéder au pouvoir après la transition. Mais la question que beaucoup se posent, quand je dis beaucoup se posent des partis politiques, est-ce qu'il n'y a pas une idée derrière ces visites-là, notamment la dissolution comme FNDC de certains, la disparition de certains partis politiques? Bon, il ne faut pas prêter des intentions. Oui, c'est des imaginations. Voilà, il ne faut pas prêter des intentions que vous ne pouvez pas démontrer. C'est notre stratégie, nous, et notre philosophie. Nous ne savons pas lire dans la boule de cristal, et pour cette raison, nous croyons à ce que nous voyons et ce que nous pouvons démontrer ou ce que nous touchons. Une fois de plus, nous sommes le parti Benjamin, mais nous avons déjà un siège digne de ce nom où nous avons tenu une assemblée générale. Nous avons 18 fédérations à l'intérieur de la Guinée. Nous avons 15 fédérations à l'extérieur, dans la sous-région, la région et à l'étranger. Nous avons déjà déposé notre liste constituante de 52 personnes. Nous avons notre bureau exécutif. Nous avons notre liste, notre bureau des femmes, bureau des jeunes. Et à la tête, nous avons le président que je suis, la première vice-présidente qui est une dame, le deuxième vice-président, la troisième vice-présidente qui est également une femme. Okay. C'est qu'il y a parité. Oui, je sais, Monsieur le Président, dans votre parti, c'est 80% des jeunes. Il y a peut-être votre parti c'est bien structuré, mais aujourd'hui on est à plus de, les partis politiques en Guinée vont au-delà d'une centaine, hein, si je ne me trompe pas. Oui. Maintenant, est-ce qu'il y a nécessité aujourd'hui de réduire ce nombre pour éviter beaucoup de quiproquos? Si je peux. Je ne parlerai pas de la nécessité de réduire. Je parle de la nécessité de régulariser, de baliser le chemin. Vous comprenez? Il ne faut pas penser à la réduction. Pensons à baliser. Parce que la beauté d'un tapis dépend de la diversité de ses couleurs. Alors, le plus important, c'est éviter l'ethnocentrisme. Éviter le régionalisme. En tout cas, beaucoup pensent que ça fait partie des problèmes qui se posent dans le pays aujourd'hui. Hein. Voilà, mais ça, avec un cadre vraiment bien défini, avec un pacte bien signé et un règlement intérieur édité par le ministre de l'administration du territoire en faveur des partis politiques, nous arriverons. Vous savez, c'est les élections qui détermineront. Et comme toujours, il doit y avoir 2 finalistes. Il n'y a jamais 3 finalistes. Oui. Il y a 2 finalistes. Il y a toujours 2 finalistes. Toujours 2 finalistes. Et bien les 2 finalistes, au 2e tour, voilà, draineront derrière eux les autres partis qui viendront. Et ainsi, la majorité gagnera. Celui qui sera élu sera le président de la République de Guinée. Il sera respecté et accompagné par tous les autres partis. Inclus les partis de l'opposition qui ne seront pas là pour mettre les bâtons dans les roues, mais pour essayer d'être critique et de montrer qu'il ne faut pas aller pour qui que ce soit vers la dictature. D'accord. Autre sujet d'actualité, c'est la première sortie du colonel Mamadi Doumbouya
en dehors de la Guinée. Votre lecture, est-ce que cela va favoriser les relations entre la Guinée et le Mali et pourquoi pas d'autres pays? Évidemment, cela va favoriser. Quand vous rendez visite à quelqu'un, c'est parce que vous le respectez. Vous respectez cette personne. Et la moindre des choses que cette personne puisse faire, c'est de vous accueillir dignement. Et si elle a la possibilité, elle aussi, de faire le retour. Moi, je considère cette sortie comme une victoire du CNRD. Ok. Dans quel contexte? Dans le contexte que ça a prouvé que nous pouvons sortir, aller tendre la main à nos frères. Ça prouve que nous sommes panafricanistes. La première sortie n'a pas été pour l'Occident ni pour l'Amérique. Ça a été pour l'Afrique, oui. Et surtout le pays frère. Et vous savez, on dit, il faut que ceux qui vivent dans le même enclos s'entendent d'abord avant de penser à aller s'entendre avec ceux qui vivent dans l'enclos voisin. En tout cas, certains membres du gouvernement malien étaient là pour le Conseil des ministres, qui ont participé au Conseil des ministres guinéens. Oui. Nous sommes nés, nous avons trouvé ça, vous aussi vous avez vu, nous avons trouvé toujours que ça se dit, la Guinée et le Mali, c'est deux poumons dans un même corps. Ça, c'est acté par Sékou Touré, paix à son âme, et Modibo Keïta, paix à son âme. Oui, pendant ce temps, Monsieur le Président, il y a la CEDEAO qui tient son sommet aux États-Unis. Aujourd'hui, la Guinée est sous sanction, même si tout n'est pas encore dévoilé. Et pourquoi pas certains cadres du pays, si je peux dire certains membres du gouvernement guinéen, il y a une liste qui sera élaborée. En quoi tout cela vous dit en tant qu'observateur? Qu'une fois de plus, ce n'est pas la panacée et ce n'est pas souhaitable qu'on dise qu'un pays est sous embargo ou que des concitoyens à vous soient menacés ou aient des restrictions dans leur liberté de se mouvoir à l'étranger ou de placer leur avoir dignement acquis à l'étranger. Pour nous, ce n'est pas une bonne chose. Il faudrait tout faire pour éviter cela. Mais si la sanction est prise, agissons en sorte qu'elle soit levée. Mais vous avez suivi les différentes sorties, à savoir du colonel Amara Kamara, porte-parole de la présidence, et pourquoi pas le Premier ministre en question avec des propos durs à l'endroit de la CEDEAO. Vous savez, il faudrait toujours qu'il y ait des paroles d'apaisement. Deux personnes en conflit ouvert ne doivent pas tous avoir des paroles violentes. Surtout le médiateur de la CEDEAO vient de quitter. Parce que ça finira par l'affrontement. Et cela, personne ne gagne dans un affrontement. Moi, je me dis purement et simplement que si le président Ambalo, qui a parlé au nom de la CEDEAO, dont la Guinée est un des membres fondateurs, quel que soit le ton qu'il aura ou qu'il a utilisé, nous ne devions pas le répondre de cette manière. Oui. C'est mon avis. Il faut utiliser la diplomatie. Nous ne devons pas répondre, vous comprenez, de cette manière. En tout cas, on n'a pas entendu Maurice Anna, hein? On n'a pas. Pour nous, ils ont exprimé, il a exprimé son désir. Il faut dire comme ça. Ben, quand vous dites vous allez, c'est que vous désirez ça. Il a exprimé son désir. Son désir ne va pas devenir la réalité. Vous comprenez? Et même si elle doit devenir la réalité, nous, ça ne nous arrange pas. Évidemment, c'est un désir. Ce n'est pas un dictat. Parce que notre souveraineté, notre nationalisme ne nous permet absolument pas d'accepter quelque dictat que ce soit, de qui que ce soit. Mais, dans des contextes de ce genre, c'est l'eau froide et l'eau chaude qui peuvent atténuer soit la chaleur extrême. Mais est-ce que, quelque part, est-ce que ce n'est pas ces discours va-t-en-guerre là qui ont accéléré les choses? Ces discours, une fois de plus,
si le président actuel de la CEDEAO l'a utilisé, nous ne devions pas le reprendre de cette manière. Je comprends qu'un militaire qui a sa mentalité, qui a son éducation, hein, qui a sa philosophie, hein, réponde de manière vraiment énergique, hein, de manière vraiment à être prêt à aller à l'affrontement, mais un civil doit avoir le langage de la réconciliation, le langage mielleux, le langage d'apaisement. J'aurais bien accepté que le CNRD, que le colonel Amara use d'un ton impératif. Voilà. Mais que le Premier ministre use de la diplomatie. C'est-à-dire, les militaires viennent avec la force, ils détruisent. Nous, en tant que civils, nous venons pour essayer de colmater les brèches et de ressouder les morceaux. Quel serait... Normalement, le Premier ministre devait avoir un ton d'apaisement. Au contraire d'ailleurs, à partir du moment que le porte-parole de la présidence a intervenu, le Premier ministre devait mettre la balle à terre, surtout au moment où il est en train de... Pour nous, le Premier ne devait pas intervenir. Au moment où il est en train de... Oui. C'était largement suffisant. Parce qu'il faut toujours avoir une soupape. Il faut toujours avoir... Hein, surtout, il a tendu la main aux acteurs pour un dialogue. C'est ce que nous voulons, que nos problèmes soient résolus par nous-mêmes. Oui. Vous comprenez? Oui. Mais je crois qu'il est jeune. C'est un débutant. On peut considérer comme erreur de débutant. Et le sang chaud. Mais avec l'expérience... Mais docteur, quelles seraient les conséquences? À savoir comment utiliser le langage diplomatique. Laissons les militaires agir avec force, avec violence. C'est ce qu'ils ont appris. Hein? C'est leur métier. Nous, allons-y à l'apaisement. À la diplomatie. Essayons de recoller les morceaux. Allons à la diplomatie. Parce que dans l'affrontement, vous comprenez, même si vous gagnez, vous avez perdu quelque chose. Mais le porte-parole du gouvernement aussi n'a pas été tendre. Ousmane Gawal Diallo, on l'a suivi. Bien. Le porte-parole, voilà, il a parlé. Voilà, lui, c'était le porte-parole du gouvernement. Vous comprenez? Donc, il a exprimé, il a exprimé la position du gouvernement. Le porte-parole du CNRD a exprimé la position du CNRD, qui sont des militaires, et le porte-parole du gouvernement a exprimé la position du gouvernement. Vous comprenez? C'était largement suffisant. Le Premier ministre, pour moi, devait être la solution de recours avec son ministre des Affaires étrangères. Vous comprenez? Le moment n'est pas opportun. Voilà, le moment n'est pas opportun. D'accord. Quelles seraient les conséquences de ces sanctions sur surtout le citoyen lambda? Bien. Les conséquences, c'est que ça va rendre l'atmosphère très pesante. Ça va donner des soucis à la population. Parce que vous le voulez que vous ne voulez pas, ceux qui nous dirigent aujourd'hui sont ceux qui ont notre destinée en main. Nous souhaitons et nous voulons qu'ils soient bien, non seulement moralement, physiquement, mais qu'ils soient dans toute leur plénitude. Surtout des sanctions économiques là. Voilà, et surtout de mouvement. Oui, des sanctions économiques surtout. Voilà, il y a un adage qui dit, quand vous versez l'eau sur votre tête, alors que vous êtes barbu, obligatoirement votre barbe aura une grande quantité. Oui, c'est vrai. Alors donc, si eux, qui sont nos dirigeants, qui ont la destinée en main, sont sanctionnés, obligatoirement que les sanctions réjailliront sur nous autres, la population. Donc nous ne souhaitons absolument pas cela. Prions, donnons-nous les mains afin que la solution soit trouvée sans menace, en respectant notre dignité et notre intérêt à nous-mêmes Guinéens ici. Mais qu'est-ce qu'il faut pour rapprocher les positions et aplanir et enterrer cette hache de guerre? Pour enterrer la hache de guerre, c'est deux choses. Que ceux qui veulent nous sanctionner
se rendre compte de la réalité que nous vivons. Ne pas oublier d'où nous sommes venus. Comment le 5 septembre est arrivé, comment le CNRD est venu. Qui comprennent la réalité de notre nation et notre peuple. Vous savez, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Nous avons eu 3 transitions, surtout que sur la dernière transition. Nous savons comment ces 2 dernières transitions sont arrivées. Surtout cette dernière transition. Si nous répétons les mêmes choses, c'est-à-dire les mêmes causes, nous risquons d'avoir une 4e transition que personne ne souhaite. Oui, dans l'inconnu. On ne souhaite pas. Personne ne souhaite. Oui. Et pour cette raison, mettons balle à terre. Entendons-nous, le CNRD a demandé 3 ans. 3 ans, c'est 36 mois. Ce qu'ils ont dit officiellement, acté par le CNT. Mais on ne sait pas le début de... Maintenant, le début de ces 3 ans. Autour de laquelle les politiques et le CNRD doivent s'asseoir. Autour de laquelle ils doivent s'asseoir. Pour savoir quand est-ce que ces 36 mois ont commencé, ou quand ils vont commencer. C'est voilà des périodes d'achoppement où nous avons discuté. Le 10 points, comment vous comptez les appliquer, à partir de quel moment? Si pour certains, comme nous, l'ACP, nous considérons que les 36 mois ont débuté dès le jour que le CNT, qui est l'organe législatif, a voté ces 36 mois, okay, en réduisant les 39 mois demandés aux 36 mois, pour nous, à partir de ce jour, la transition a débuté. Ok. À partir de la date de la promulgation. Exactement. Okay. Pour d'autres, ils diront que c'est à partir du 5 septembre. Et chacun viendra. Mais c'est autour de la table maintenant que nous allons... Voilà, pour moi, c'est des motifs de dialogue pour savoir, effectivement. Et épiloguer, s'il faut comme ça, discuter, disséquer le chronogramme dans l'intérêt supérieur de la nation. D'accord. Aussi simple que cela. Oui, aussi simple que cela. Monsieur le Président, nous sommes bousculés par le temps. Vous êtes l'un des téléspectateurs de Guinée-Buzz. Quel regard portez-vous sur le fonctionnement de Guinée-Buzz et quel message avez-vous en tant que président de l'ACP à vos militants et sympathisants? C'est un regard d'observateur charmé, parce que honnêtement, Guinée-Buzz n'est pas là pour faire du buzz n'importe lequel, c'est pour faire vraiment du buzz positif, du buzz utile et éducatif, et qui va dans le cadre de l'intérêt supérieur de la nation. Ces buzz comme ça, nous en avons besoin et nous réclamons. Tout ce qui va contribuer au resserrement de l'unité nationale, tout ce qui va contribuer à faire en sorte que les erreurs soient corrigées dans l'intérêt supérieur du peuple de Guinée pour son bonheur, c'est ce que Guinée-Buzz est en train de faire et c'est pourquoi nous sommes charmés et nous le soutenons. Et nous prions Dieu que aujourd'hui c'est Guinée-Buzz, nous voudrons que ce soit dans quelques temps Afrique-Buzz, ok, vous comprenez, merci, pour que vous compétissiez avec les médias internationaux. Inch'Allah. Et finalement, je demande à tous les Guinéens de savoir raison garder, de savoir que nous avons une population qui a tant souffert et dans un pays où Dieu nous a tout donné. Faisons en sorte que l'élite que nous sommes, nous nous entendions, mettons à profit ces multiples richesses du sol et du sous-sol au bénéfice de notre population. Et ça ne peut se faire que dans la paix, la stabilité et la compréhension. Je vous remercie. D'accord. Merci, Monsieur le Président, d'être passé dans cette émission. À moi, je vous remercie. D'accord, j'espère qu'on se retrouvera encore un jour. D'accord, c'était le dernier message du président de l'Alliance pour le changement et le progrès, Dr Ben Youssouf Keïta. Il était sur le plateau, le grand plateau de Guinée-Buzz pour nous parler de l'actualité sociopolitique. Où que vous soyez, merci de votre fidélité à cette émission. Merci à Mohamed Bangoura et Mohamed Lamine Touré au cadrage. L'émission continue, les programmes continuent sur Guinée-Buzz. Au revoir et à bientôt pour un autre numéro.